Plus d'un an après les violentes émeutes qui ont secoué l'archipel, le ministre des Outre-mer Manuel Valls est en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui et pour quelques jours, avec la délicate mission de faire accepter sur le terrain l'accord de Bougival du 12 juillet. Le FLNKS, le principal parti indépendantiste kanak, a en effet fait volte-face. Si ses délégués ont signé le texte, la base l'a finalement rejeté la semaine dernière. Les indépendantistes veulent la pleine souveraineté et non un simple État de la Nouvelle-Calédonie, inscrit dans la Constitution française dont les contours sont bien flous. Il faut comprendre que derrière les questions institutionnelles, c'est l'identité du territoire qui se joue, son identité kanak, calédonienne ou française, et les dissensions politiques sont autant de fractures communautaires. C'est du vivre ensemble calédonien et d'un destin commun aux différentes populations dont nous allons discuter ce soir, en compagnie de deux invités. Hamid Mokadem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et anthropologue, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, proche du mouvement indépendantiste et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai Chronique de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, 13 mai, 10 juillet 2024. Cela porte sur les émeutes de l'an dernier et c'est publié aux éditions de La Courte Échelle. Avec nous également Nicolas Vignol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le quotidien La Voix du Caillou, plus proche des non-indépendantistes. Et puis, vous entendrez aussi durant l'émission le pasteur Var Kaemo, président de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Le décalage horaire l'empêcha d'être en direct avec nous, mais il a répondu aux questions de Jules Crétois, le producteur délégué de ces questions du soir d'été. Vous avez le programme, on est ensemble jusqu'à 19h. Commençons par l'accord de Bougival, un accord flou, je le disais, assez pour recueillir l'approbation théorique de tous quand il s'agissait de faire preuve de bonne volonté, mais trop peut-être pour permettre un véritable assentiment. Comment l'évaluez-vous ? Qu'en pensez-vous, Nicolas Vignol ? Et à votre avis, le processus peut-il se poursuivre malgré le refus du Front de libération nationale kanak et socialiste ? Alors c'est toute la question. L'accord de Bougival, c'est un accord de compromis. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que chacun des deux camps, qui sont quand même un petit peu morcelés, un petit peu divisés, mais enfin néanmoins chacun des deux camps a convenu à faire des compromis. Ces compromis, il y en a deux qui sont à mes yeux fondamentaux, c'est-à-dire que le premier compromis, c'est que ce n'est pas l'indépendance immédiate et totale que réclamaient les indépendantistes du FLNKS. Et l'autre, c'est que ce n'est pas l'attachement à la France tel que les loyalistes pouvaient s'y attendre au sortir des 3 référendums. Donc un pas dans chaque sens. Pardon ? Un pas dans chaque sens, un pas de la part de chaque camp, de votre point de vue. Exactement, chacun a fait des pas vers l'autre. Mais c'est un accord. Et c'est très important parce que les Calédoniens étaient en attente de cet accord depuis le 3e référendum de 2021. Ils portaient leurs espoirs là-dessus, avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup de circonspection, c'est-à-dire personne ne voyait très bien comment un accord était possible, vu les divergences entre les uns et les autres, et vu aussi ce qui s'est passé l'année dernière à partir du 13 mai. Donc pour beaucoup de gens, un accord n'était pas possible. Et il s'est avéré qu'au terme de ces 10 jours de négociations à Bougival, un accord a été trouvé. Et il a été signé par tout le monde. Alors effectivement, maintenant, il y a un long processus de mise en œuvre de cet accord qui doit s'achever par un moment primordial, qui sera le référendum de ratification prévu pour février 2026 pour ou contre l'accord de Bougival et la mise en œuvre d'un nouveau statut qui prévoit rapidement un État de la Nouvelle-Calédonie, une double nationalité et un possible transfert des compétences régaliennes. Ça, c'est si le processus va jusqu'au bout, février 2026, donc le référendum. Hamid Mokadem, votre avis sur cet accord de Bougival, un accord de compromis, nous dit Nicolas Vignol. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était une attente de la population ? Nicolas Vignol a raison, mais moi je me situerai à un autre plan, un autre point de vue. Je trouve que cet accord dit de Bougival est très décevant et n'est pas à la hauteur de la situation exceptionnelle que vit la Nouvelle-Calédonie et n'est pas non plus à la hauteur de ce que doit être la France au niveau de la décolonisation. C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à une hauteur de vue
à une hauteur de discussion autre que un mimétisme des accords de Matignon-Oudinot et de la méthode Rocard, qui est louable, mais qui fut louable en un temps, alors qu'aujourd'hui, il y a une situation d'implosion en mai 2024 qui a fait ressurgir une structure inégalitaire profonde et qu'on eut attendu de la part de l'État, de la puissance administrante, de relever à une hauteur autre qu'un simple accord. Quand je dis hauteur haute, que ça concerne l'ensemble de la planète, tous les Outre-mer. La France, ce n'est pas simplement le rapport avec la Nouvelle-Calédonie, c'est le rapport avec tous les Outre-mer qui regardent ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Et je trouve qu'on a manqué un petit peu d'audace, d'intelligence et d'envergure sur comment prendre au sérieux ce qui s'est passé en mai 2024 et les implications qu'il fallait attendre au vu de ce qui s'est passé. Ce qui peut être d'ailleurs deux questions différentes. Prendre en compte ce qui s'est passé en mai 2024, vous l'avez dit, une structure profondément inégalitaire, et c'est vrai qu'on la retrouve dans les autres Outre-mer, mais n'imposez pas nécessairement d'avoir une grande discussion globale sur l'avenir de ces territoires. Du côté des indépendantistes, tous les acteurs de ce mouvement ne sont pas alignés, mais il y a de leur point de vue des manques, des carences graves dans cet accord. Alors Var Kaemo, qui est, je le disais, le président de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, nous a apporté le témoignage précieux d'un Kanak qui est soucieux de dialogue et de paix. Écoutons-le. On était enthousiasmés par l'approche que M. Valls avait envers nous quand il est arrivé avant les accords. Il y avait parlé de souveraineté d'un peuple du premier occupant. C'était satisfaisant. On pensait qu'on allait dans ce sens-là, mais le fait que, après l'accord de Bouraï où ça a été raté, on n'a pas bien compris pourquoi il a changé de cap à Bougival. Mais effectivement, nous, on pense qu'on peut faire quelque chose. On voit que les choses évoluent pas trop mal. On peut avancer si tout le monde s'engage à faire quelque chose, aussi bien que nous, mais aussi nos leaders politiques. Il faut qu'ils changent un peu leur langage pour dire des paroles plus ou moins qui réconcilient, mais pas toujours s'opposer. Parce que sinon, on revoit toujours la même chose presque à chaque fois, à chaque accord, à chaque signature. C'est toujours la même chose. Il faut quand même qu'on mette sur table et puis qu'on opte pour un dialogue sincère dans la vérité et puis pas de trafic derrière ou autre chose comme ça. Le pasteur Var Kaemo au micro de Jules Crétois, il souligne un point sur lequel je voudrais vous entendre tous les deux, Nicolas Vignol et Hakim Mokadem, celui de la question du dialogue sincère et des leaders politiques. Vous nous avez dit, Hakim Mokadem, l'accord n'est pas à la hauteur, mais est-ce que les négociateurs le sont? Visiblement, Var Kaemo trouve que les politiques ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Vignol, d'abord? Oui, c'est un jugement de valeur. C'est les leaders que nous avons aujourd'hui. Alors beaucoup, effectivement, regrettent qu'il n'ait pas l'envergure que pouvaient avoir Jacques Lafleur ou Jean-Marie Tjibaou, évidemment. Mais l'époque est différente. La structure politique de la Nouvelle-Calédonie est différente également. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille, comment dirais-je, pointer du doigt des carences politiques, philosophiques, culturelles qu'auraient nos élus, qu'ils soient indépendantistes ou non indépendantistes. Donc je pense qu'ils ont fait dans les circonstances qui sont celles de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, c'est-à-dire un territoire extrêmement fragilisé socialement, sociétalement. C'est pas pour rien que l'accord de Bougival s'appelle Paris sur la confiance, parce qu'aujourd'hui, la confiance est détruite entre les communautés. C'est évidemment ça le plus grave. Donc il faut effectivement d'abord renouer la confiance. Est-ce que l'accord de Bougival, ce que disait Hamid Mokadem, semble-t-il, manque d'envergure? Oui, c'est évident, mais il manque d'envergure d'un côté comme de l'autre, je dirais. Il a recherché un équilibre qui, à mon sens, a quand même été trouvé entre la revendication d'indépendance des uns et le maintien dans la France, haute revendication des autres. C'est pour ça que je dis que c'est un accord de compromis. Qu'il manque d'envergure, c'est évident, puisqu'il ne prend pas le pas vers l'une ou l'autre des solutions. Mais pour revenir à nos leaders, je pense qu'ils ont fait, alors je ne veux pas dire comme ils ont pu, mais ils ont fait dans les circonstances.
Hamid Mokadem, comment expliquez-vous que les délégués FLNKS signent l'accord dans les Yvelines et puis soient ensuite désavoués de retour sur l'archipel? Est-ce qu'il y a deux traditions indépendantistes kanaks qui s'affrontent? Parce que tout simplement, ce qui s'est passé en mai 2024, les acteurs principaux, c'était les jeunes populations kanaks urbanisées. Et elles n'ont rien vu de positif dans la durée des accords politiques dans lesquels elles sont nées et elles ont grandi. Et une frange de la population voudrait renouveler la classe politique. Le problème, j'entends bien ce qui est dit par mon collègue Nicolas Vignol, que je salue au passage. Le problème, c'est que j'entends bien que les hommes politiques, les femmes politiques font avec les moyens du bord. Mais c'est cette même classe bureaucratique, dans la classe politique kanak, qui existe depuis les accords de Matignon-Oudinot. Vous avez des gens qui ont 60, 70 ans et qui ne renouvellent pas leur méthode de faire de la politique. Or, ce qui s'est passé, il y a eu une fraction, un clivage entre les deux partis hégémoniques et leaders du FNKS, le Parti Libération Kanak, et de l'autre côté, l'Union calédonienne, avec des satellites qui sont les autres partis, qui sont des divergences sur la conception de souveraineté. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il n'y a pas d'attention ou d'écoute des cris qui se sont produits au niveau des sociétés civiles. Et je pense que cet accord de Bougival est un peu astucieux, machiavélique, stratégique, puisqu'il va reporter les élections provinciales et on va retrouver la même classe politique qui sont les négociateurs. Or, il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Et ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Et c'est pour ça que dans une frange du FNKS, on demandait les élections provinciales à la date prévue pour renouveler la classe politique. Donc vous pointez aussi un blocage générationnel au sein même des représentants kanaks. Et on avait vu en effet lors des émeutes de mai l'an dernier le nombre de jeunes qui étaient dans cette cellule de coordination des actions de terrain, la fameuse CCAT, qui avait un peu pris le pouvoir sur le parti. Est-ce que vous pouvez aussi, Hamid Mokadem, revenir sur un point qui est crucial et qu'évoquait rapidement le pasteur Varka-Emo? Sur le fond, il n'y a plus aujourd'hui dans l'accord de Bougival de mention faite de l'identité kanak. Et ça, c'est un grand renoncement, puisque normalement, c'est issu de la colonisation et de la décolonisation. Il y a un droit des peuples premiers, le droit du peuple kanak. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient cette primauté et comment elle s'exprime? Moi, je ne suis pas kanak, mais effectivement, si j'étais kanak et militant nationaliste kanak, je serais assez surpris. Qu'est-ce que ça veut dire un État de Nouvelle-Calédonie? Ça n'a pas de sens. Il y a un nom de souveraineté qui s'appelle la Kanaki. Le nom Kanaki n'apparaît pas. C'est même pas État de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, c'est un État de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, la notion de peuple kanak, elle est constituée, elle est reconnue maintenant au niveau du droit international et au niveau constitutionnel. Et là, elle est complètement éliminée, mise de côté. Et qui plus est, avec l'accord d'une frange du mouvement nationaliste kanak. Donc je comprends effectivement les réticences qu'il y a eu au retour de ces négociateurs dans le congrès du FNKS. Ensuite, il faut dire une chose, parce que c'est une chose un peu technique, mais je dois la dire. Au départ, c'était le droit de s'exprimer sur le devenir d'un Nouvelle-Calédonie, c'était les populations intéressées. Les populations intéressées, c'était normalement le peuple autochtone, le peuple originel, le peuple indigène, et on a inclus dans ces populations intéressées les communautés ethniques autres que le peuple kanak. Ensuite, il y a eu l'accord de Matignon-Oudinot et l'accord de Nouméa. On a encore élargi la possibilité de populations intéressées à d'autres populations. Et le risque que craignent certains, à tort ou à raison, je ne dis pas qu'ils ont raison, c'est de croire que le peuple kanak va être dilué dans un peuple calédonien où on va effacer complètement l'identité culturelle, physique, matérielle, mentale du peuple et des civilisations kanak. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est la crainte qui subsiste. Nicolas Vignol, un mot sur la manière dont les non-indépendantistes regardent ce droit issu de la décolonisation du peuple kanak, reconnu internationalement, on nous l'a dit. Est-ce que je peux revenir sur ce que vient de déclarer Hamid, que je salue également? Je vous en prie, mais je voudrais qu'on vienne juste ensuite après à cette question des différentes communautés qui viennent constituer un hypothétique peuple calédonien. Et je voudrais simplement que vous nous... Voilà, mais dites tout ce que vous voulez. L'origine de votre question, c'était effectivement pourquoi le FNKS a signé l'accord de Bougival, alors qu'aujourd'hui il n'est pas d'accord. C'est effectivement la question que tout le monde se pose aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Sur le renouvellement des élus politiques, Hamid a totalement raison. Et c'est notamment le cas chez les indépendantistes kanaks.
qui n'ont pas renouvelé comment dirais-je, Leurs représentants. leurs élus, leurs représentants. Effectivement, un jeune aujourd'hui, militant, etc., il a beaucoup de mal à se faire sa place en tant qu'élu, puisqu'il n'apparaît pas, il apparaît pas sur la liste. Le souci, et c'est là où je modérerai un petit peu le propos, c'est que ce renouvellement s'est fait un petit peu à la fois dans la violence et dans l'éjection. Les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes entre guillemets, hein, c'est-à-dire, voilà, les jeunes ont pris le pouvoir via la CCAT, d'abord sur l'UC et ensuite sur le FNKS, de manière un petit peu violente. Sur le parti indépendantiste, enfin, sur le mouvement indépendantiste au sens large. Voilà. C'est exactement ça. Du côté des non-indépendantistes, pour revenir à votre question... Oui, est-ce qu'ils acceptent ce droit du peuple premier kanak? C'est le thème essentiel de votre émission. Est-ce qu'il existe un peuple calédonien? S'il existe un peuple calédonien, excusez-moi, je mets les pieds tout de suite dans le plat, est-ce qu'une communauté a plus de droits qu'une autre? C'est ça la question. Et cette question se pose avec d'autant plus de vigueur aujourd'hui qu'elle est assez récente, cette question du peuple calédonien. Ça a 40 ou 50 ans, l'idée qu'il faille faire peuple en Nouvelle-Calédonie. Avant, c'était la colonisation. Alors là, évidemment, là, les droits du peuple kanak ont été niés, ils ont été spoliés de leurs terres, etc., etc. Et les autres communautés qui se sont installées, que ce soit les communautés javanaises, vietnamiennes, japonaises, arabes, etc., ont subi exactement le même sort. Ça, là-dessus, c'est indéniable. Mais depuis 40 ou 50 ans, depuis, en fait, le festival Ménanésia 2000 de 1975, organisé par Jean-Marie Tjibaou, qui met en avant l'identité kanak, là a commencé à se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire peuple en Nouvelle-Calédonie? On n'a pas trouvé la réponse tout de suite et on a subi les événements, puisqu'on n'a pas apporté la réponse à cette question essentielle. Mais je pense que depuis 30 ans, au travers des accords de Matignon, puis de l'accord de Nouméa, cette idée mise en avant de volonté d'un destin commun et du vivre ensemble a fait en sorte que la notion de peuple calédonien, non seulement s'est ancrée dans le discours politique, mais elle a évolué. Est-ce qu'il existe aujourd'hui? La réponse est non. C'est d'ailleurs l'un des grands échecs de l'accord de Nouméa, qu'on ne soit pas parvenu à créer ce peuple calédonien. Donc, on est encore dans l'expectative, mais je crois qu'une grande majorité de Calédoniens, de toutes ethnies et de toute obédience politique, ont le désir qu'en Nouvelle-Calédonie émerge, soit accepté en tous les cas, un... Donc ce n'est pas une réalité encore, mais c'est un désir. Je crois qu'on a été coupé, Nicolas Vignol. On va essayer de vous retrouver. Et je vous propose d'écouter, en écho à vos propos, Var Kaemo, donc à propos de cette primauté du peuple kanak autochtone. Je rappelle qu'il est le président de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, qu'il a été empêché de participer à l'émission du fait du décalage horaire, mais qu'il a accepté de nous livrer son témoignage cet après-midi. Dans une des dernières lettres que j'ai dit, j'ai avancé mon idée d'une souveraineté évolutive. Et dans l'idée d'une souveraineté évolutive, je pensais justement à ça. C'est vrai qu'il y a un peuple premier qui s'appelle les Kanaks et cette terre est à nous. Mais à un moment de notre histoire, on a été rejoint par des frères, on va dire le terme de inattendus, et on fait avec maintenant. D'ailleurs, dans la prise de position de l'Église dans les années 1979, nous avons demandé au FLNKS, à notre peuple, d'accepter les gens qui sont venus ici pour les laisser voter avec nous. Donc, du coup, on est conscient qu'il y a des gens qui sont venus vivre avec nous ici, qui ont fait souche ici, et puis il faut les donner une place. Si vous voulez, comme témoignage, moi-même, je suis descendant de pirates anglais qui a échoué aux îles Loyauté et puis qui est resté là-bas et que le chef a décidé de garder. Donc nous, on est là aussi. Bien avant d'autres personnes qui sont arrivées après, effectivement, on est conscient qu'il y a des gens qui sont venus vivre avec nous.
Le pasteur Vark Aemo, descendant de pirates qui répondait à Jules Crétois. Hamid Mokadem, l'une des questions cruciales qu'on commence à aborder, c'est quelle place pour les frères inattendus de l'histoire, comme le dit poétiquement Vark Aemo, dans le futur de la Calédonie et dans l'indépendance à venir, si elle est bien comment dire, le but de ce parcours. Quelle place pour les identités européennes, mais aussi océaniennes? Quand je disais tout à l'heure que l'accord de Bougival n'était pas à la hauteur, c'est à ce niveau-là que je tiens ce type de discours. La réponse ne peut être que politique. Il faut qu'il y ait une autoconstitution politique du peuple originel avec les autres communautés qui fassent citoyenneté. La promesse qui n'a pas été tenue de l'accord de Nouméa, c'est qu'il y a une citoyenneté au centre du dispositif, qu'il y a un contrat social entre le peuple originel et les autres communautés pour constituer ensemble une communauté politique, ce qu'on appelle en termes prosaïques faire peuple ensemble. Cette promesse n'a pas été tenue pour des raisons qui seraient longues à analyser, mais qui ont ressurgi avec l'irruption de la violence de 2024, que je condamne et que je récuse, mais on ne peut pas empêcher la violence dans l'histoire, c'est comme ça. Donc il y a une possibilité, bien sûr. Je ne suis pas d'accord avec les stéréotypes des médias qui ont opposé les Blancs contre les Noirs. C'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Dans les rapports sociaux croisés, les gens échangent entre eux. Les Kanaks échangent avec les Wallisiens, avec ce qu'on appelle les Caldoches, avec les Javanais. Les Caldoches, un mot peut-être pour nous préciser cette communauté. Les descendants d'Européens qui sont issus du bagne ou de la colonisation libre, qui sont là depuis plus d'un siècle et demi. Et on les distingue des métropolitains ou des Français oui, qui sont appelés les oreilles. C'est l'appellation un peu péjorative, mais il y a des gens qui font souche et qui sont pleins de bonne volonté et qui veulent partager. Il n'y a pas que des gens qui sont radicaux ou intégristes des deux côtés. Et le problème, c'est que la possibilité pour qu'il y ait constitution politique de ce vivre ensemble, c'était la citoyenneté. Cette citoyenneté n'a jamais été appliquée ni effective avec l'accord de Nouméa. On parlait de contrat social, d'une souveraineté partagée entre peuple et les autres communautés. Ça n'a pas été très travaillé et ça a été mis de côté. Donc c'est pas étonnant que ça ressurgisse. Et ça ressurgit notamment avec une inégalité criante qui pénalise une couche de la population kanak, les jeunes de la relève. J'allais y venir. Faire citoyenneté, faire peuple, il y a un aspect peut-être d'éducation civique ou même matériellement de nationalité commune peut-être et d'indépendance et de souveraineté, mais il y a aussi des aspects très matériels et très concrets de ça. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, rien n'est commun aux différentes communautés, ni la terre, ni les richesses. On a des partitions territoriales, sociales, économiques extrêmement importantes et les Kanaks sont les grands perdants. Oui, Hamid Mokadem. Il y a un concept de sociologie important, c'est la reconnaissance. Si les gens ne se reconnaissent pas dans ce qui se fait, forcément, ils vont virer dans la haine et dans la radicalité. Ceux qui sont mis sur le bord de la route, ça fait des années que ça dure, et ils ont appris une culture, malheureusement, de politique de délinquance. C'est-à-dire, et je ne suis pas d'accord, la CCAT a été complètement dépassée par ces populations très jeunes. J'étais sur le terrain, moi je peux vous le garantir, qu'ils ont été tous dépassés. Parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Et donc le seul recours qu'ils ont, c'est cette destruction des infrastructures économiques dans lesquelles ils ne sont pas reconnus, ils n'ont pas de place. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je pense, si vous voulez, je vais vous dire ça simplement, ça va peut-être choquer les auditeurs, mais je vais le dire de manière un peu cruelle. Ceux qui peuplent les hôpitaux psychiatriques et les prisons, c'est 90% de population kanak. Oui, d'ailleurs, on a les chiffres, c'est exact. 99% dans les prisons. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas construire un peuple ensemble avec une inégalité aussi criante et aussi injuste. Donc, il y a possibilité de rectifier le tir, mais pas avec cette méthode Bougival, qui est une méthode complètement artificielle, abstraite. J'entends bien que Manuel Valls veut faire carrière, veut imiter Michel Rocard, c'est son droit le plus strict. D'abord, il n'était pas positionné pour l'indépendance il y a quelque temps, mais ce n'est pas comme ça qu'on va traiter d'un problème de fond. Nicolas Vignol, l'un des problèmes de fond, c'est le problème du développement économique et du partage des richesses, sachant que les émeutes de mai dernier ont encore appauvri finalement l'ensemble de l'archipel et creusé ces écarts. Ils ont appauvri l'archipel, oui, toutes les communautés sont concernées par cet appauvrissement de l'archipel, puisque l'économie calédonienne est totalement en ruine, avec un nombre de chômeurs impressionnant, dans une population minuscule de 270 000 habitants, avec des entreprises qui ont fermé et des perspectives qui n'existent pas. C'est aussi ça le problème. Et les perspectives, elles existeront encore moins, à mon sens, si l'accord de Bougival ne va pas jusqu'à son terme. Là, je ne partage pas l'avis
de Hamid sur son jugement sur l'accord de Bougival, mais il a raison en revanche sur le fait que, c'est un peu ce que je soulignais tout à l'heure, l'espoir des Calédoniens de faire peuple. Normalement, enfin, il n'y a pas d'acrimonie dans le quotidien chez les gens entre les communautés. C'est artificiel, c'est la politique, mais ça fait 50 ans qu'on vit maintenant dans un débat qui est unique, qui est pour ou contre l'indépendance. Et donc ça a créé une espèce de psychologie terrible dans l'esprit des gens, mais sur le fond, je pense que les Calédoniens aspirent à vivre ensemble, au destin commun, et je le disais tout à l'heure, à faire peuple. Alors après, sur l'économie, c'est effectivement quelque chose de très compliqué, parce que on a raté quelque chose, Hamid le disait très bien, mais tout a quand même été fait, à la fois sur le rééquilibrage politique voulu par les accords de Matignon, puis sur le rééquilibrage économique et social voulu par l'accord de Nouméa, les choses ont quand même évolué. Mais il faut quand même aussi souligner un fait important, c'est-à-dire que la société kanak est construite d'une façon qui n'est pas la société telle que nous, les Occidentaux, les Européens ou les Asiatiques, on le conçoit. Il n'y a pas de porosité entre une économie de marché et la société kanak. Et ça, c'est extrêmement difficile d'abord à comprendre, à admettre, et puis à trouver les moyens, les passerelles pour faire qu'il y ait des liens entre cette société basée sur le groupe, sur la solidarité et les exigences d'une économie de marché. Tant qu'on n'aura pas trouvé ces passerelles, je pense qu'on n'avancera pas. Hamid Mokanem, rapidement, puisque j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aux espaces communs des différentes communautés, mais un mot quand même sur cet antagonisme entre la société kanak, sa solidarité, puis l'économie de marché. Ouais, enfin, moi, je me méfie des catégories globales de société kanak contre une société occidentale, puisqu'il y a quand même des circulations d'échanges qui se font dans les tissus économiques. C'est vrai que le système qu'on appelle coutumier kanak fonctionne sur des systèmes de dons et de contre-dons et une économie non lucrative. Mais ceci étant dit, tous les modèles kanak qui ont été proposés du temps des régions, jusqu'à maintenant, ont été cassés délibérément. Par exemple, les agriculteurs de la côte Est, de Pueblo, qui sont réputés pour leur culture de la banane. Ils ont des bananes, pour les écouler, ça doit passer par Nouméa. C'est un peu comme le même centralisme que Rungis. Et leurs bananes qu'ils vendent, bon, pour donner une idée au public européen, l'équivalent de 1 euro, ou même 50 centimes, la manne de bananes, quand elle passe par des intermédiaires pour être vendue sur Nouméa, les prix ont quintuplé et vont dans des marges qui ne vont pas dans leur poche. Comment voulez-vous qu'ils puissent être performants au niveau économique ? N'importe qui, kanak ou pas kanak, aurait les bras baissés. Jean-Marie Djibaou et Maurice Lenormand voulaient un modèle de rééquilibrage économique et un port en zone franche ouvert sur l'import-export. Ça n'a pas été fait, pas que à cause de l'État, bien chez l'État, mais il y a aussi des rivalités entre Kanak. Paul Néotine a pris la présidence de la province Nord, il s'est axé sur l'usine du nickel. Donc il y avait des modèles qui étaient cassés. Et je dirais une chose, que ce soit l'éducation, la culture, le social ou l'économie, je pense qu'il faudrait réfléchir sur des modèles plus ajustés à la taille démographique du pays. Au lieu de faire des macro-projets, mais ça vaut aussi bien du côté des indépendantistes que des non-indépendantistes. Au lieu de faire des hôtels de luxe qui n'ont aucun intérêt à faire des micro-projets touristiques, parce que c'est un pays qui a une valeur culturelle, une valeur touristique absolument inouïe. De même, l'éducation. Je sais, moi j'étais professeur formateur, j'étais dans un institut qui était modeste, ajusté à la taille du pays, où il y avait aussi bien des Kanaks que toutes les autres communautés qui étaient recrutées, qui étaient formées. On l'a cassé pour des modèles qui viennent de l'extérieur. Donc là, je veux dire, il faudrait peut-être réfléchir sur les notions de modèles ajustés à la taille du pays. Donc pas d'impossibilité de votre point de vue, mais des organisations inadaptées. Un mot des espaces communs où les différentes communautés donc, peuvent se rencontrer. Varkaemo nous en a dit un mot, et pour lui, il déplore vraiment ce manque d'endroits de réunion. Pendant les événements, on a organisé une organisation interne à l'église avec des volontaires. Il y a des Kanaks, il y a des Caldoches, il y a des Français. Et on est allé dans les endroits où il y avait les barrages.
et on a passé des journées avec eux pour essayer de tenter du dialogue et de recueillir tous les verbatims qu'on a pu accueillir et puis partager avec eux, discuter avec eux sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Ça arrive pas souvent, mais on arrive à créer quand même des endroits où on puisse réunir tout le monde. Mais je pense que on n'a pas assez travaillé là-dessus. Il faut avouer qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus. Dans des endroits où on peut réunir à la fois librement des Kanaks et des Caldoches. Vous savez, c'est très difficile en Nouvelle-Calédonie. On ne se mélange pas trop. C'est les paris que l'Église veut relever. Comment inviter des gens à venir avec nous aux îles Loyauté? On est en train de faire des choses en ce moment. Peut-être que c'est les événements de l'année dernière qui nous ont motivés. On pensait à créer justement, il y a même quelqu'un qui a dit on ne peut pas créer des endroits comme ça, des sortes d'assises où on se remet en cause, puis chacun puisse parler librement. On ne se mélange pas trop, nous dit Varka Emo, qui est donc le président de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, qui a répondu à nos questions cet après-midi. À votre avis, Nicolas Vignol, quels sont est-ce qu'on peut compter, au-delà des églises, peut-être sur le secteur associatif pour réussir à faire peuple, comme vous nous disiez, que c'est l'espoir de tous les Calédoniens? Mmh. Oui, bien sûr, on pourrait miser là-dessus. Mais Le qu'est-ce qui problème, existe c'est que sinon à l'heure actuelle? non, attendez, je voulais juste répondre sur effectivement, le milieu associatif pourrait, effectivement, représente une chance de créer des endroits, des lieux, de même que le sport. Le problème, c'est que ces associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou autres, ont besoin du soutien financier des institutions et ils l'ont plus parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc ça ne va pas aider à soutenir le tissu associatif pour trouver des endroits de rencontre et des endroits de partage. Mais comment faire pour créer, trouver ces lieux, trouver ces endroits qui se trouvent dans le quotidien des gens. Quand vous allez au marché à Ducos ou à Nouméa, quand vous allez à la foire de Bourail qui s'est tenue tout ce week-end du 15 août, ben on voit bien qu'il y a des lieux où on peut se rencontrer, où on peut partager, où on peut échanger. Mais il faudrait dans ces cas-là exclure la politique de tout ça. Quand Christian Théin, président du FNKS, dans son discours au congrès extraordinaire de la Conception, auquel semble-t-il assister d'ailleurs l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Donc le week-end dernier. Oui, exactement. Quand Christian Théin dit qu'il n'y a pas de peuple calédonien et qu'il n'y aura jamais de peuple calédonien, ça rend difficile à la fois les espoirs et le dialogue. Hamid Mokadem, un mot sur les associations et les espoirs de dialogue, et puis on va écouter Sonia Bakas ensuite, pour voir si tout le monde veut vraiment un peuple calédonien. Moi, je pense commun. que le grand travail doit être fait par l'école et par l'éducation. On ne construit pas une nation sans action culturelle de diffusion, de transmission des savoirs et des pratiques par le système qu'est l'école. Et l'école a été défaillante. J'entends l'école aussi bien de la maternelle jusqu'à l'université. Là, c'était le lieu où on pouvait construire une citoyenneté. Et qu'est-ce qui n'a pas eu lieu, du coup? Qu'est-ce qui ne s'est pas fait? Regardez, une chose très précise. Le gouvernement local de Nouvelle-Calédonie, vous avez des secteurs qui sont chargés d'administration. Ces secteurs sont segmentés. Vous avez d'un côté l'éducation et de l'autre la culture. Et on redistribue ces secteurs en fonction des partis politiques. Donc la culture, c'était Mme Deroy-Gorodé, qui est parti politique indépendantiste, relayé par Michael Forest. Et de l'autre, c'est des partis anti-indépendantistes. Or, éducation, culture, sport, il doit y avoir une synergie. Ce qui n'a pas eu lieu et qui a créé au contraire une structure inégalitaire qui se reproduit. Je me suis aperçu, moi, en tant que formateur, que la construction du vivre ensemble commence par l'école. Et les enfants qui se croisent, même s'il y a des inégalités scolaires et sociales, ils se croisent, ils apprennent à tisser des liens et à construire un rapport à l'autre. Et ça, c'est une défaillance. À vous entendre tous les deux, on a plutôt l'impression d'une mauvaise gestion plus que d'une mauvaise volonté, ce qui est porteur d'espoir. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'une allocution de Sonia Bakas, qui est donc loyaliste, présidente de l'Assemblée de la province Sud. C'était le 14 juillet 2025. Deux civilisations se côtoient en Nouvelle-Calédonie. Par leur rencontre, elles créeront peut-être, un jour, une troisième. Métissage tant attendu des cultures françaises et mélanésiennes. Mais aujourd'hui, soyons lucides, ce n'est pas le cas. Au même titre que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, je constate à regret que le monde kanak et le monde occidental ont, malgré plus de 170 ans de vie commune, des antagonismes encore indépassables.
qu'il s'agisse de leur manière de vivre en société, par la place qui est faite aux femmes par exemple, qu'il s'agisse encore de leur système politique, féodal pour les uns et démocratique pour les autres, ou qu'il s'agisse de leur rapport à l'économie, communautaire pour les uns et capitaliste pour les autres. Pour qu'émerge un jour un peuple calédonien, il faut du temps, de l'espace et du respect. L'accord de Nouméa a voulu imposer une fusion ou une assimilation. Il aura généré une implosion. Deux civilisations qui ne peuvent pas se mélanger. Nicolas Vignol nous dit Sonia Backès, donc c'est la présidente de l'Assemblée de la province Sud. Et c'est un extrait d'une allocution du 14 juillet 2025. Elle plaide pour un développement différencié des territoires. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu cette opinion des loyalistes ? C'est un petit peu ce qu'il y a dans l'accord de... L'accord de Bougival donne aux provinces une importance plus particulière. Et parce qu'aujourd'hui, c'est un millefeuille administratif, la Nouvelle-Calédonie. Vous avez un gouvernement, vous avez des provinces et vous avez des communes, ce qui génère d'ailleurs parfois des dépenses publiques, puisque ça fait des administrations supplémentaires. Voilà. Et donc, l'idée, et c'était une idée d'ailleurs qu'avait souligné Jacques Lafleur déjà en son temps, c'est-à-dire la prééminence de l'institution provinciale sur celle du gouvernement. Redonner du pouvoir aux institutions provinciales pour qu'elles gèrent comme elles l'entendent de manière démocratique, c'est-à-dire comme la majorité politique qu'elles ont, gérer en fonction de ses idées, de ses conceptions politiques. Est-ce que je peux revenir sur ce qui a été dit avant, juste un petit mot sur l'éducation? Je pense qu'effectivement, Hamid Mokadem a raison. Le souci dans cette idée que nous ne parvenons pas à faire peuple, c'est aussi que nous avons la même histoire, mais nous n'avons ni la même lecture, ni la même vision, ni la même approche. Il n'y a pas de mémoire commune calédonienne, il y a des mémoires. Et je pense que tant que nous ne serons pas arrivés, et l'école pourrait justement être un vecteur de ce lien, tant que nous ne serons pas parvenus à avoir une mémoire commune, c'est-à-dire une mémoire où ce qu'ont vécu les autres est accepté et reconnu, on aura du mal, là aussi, à faire peuple. C'est un peu l'esprit de la conférence de Renan, qu'est-ce qu'une nation? Il insiste beaucoup sur cette mémoire. Alors, on n'en est pas encore à faire nation. Déjà, si on pouvait arriver à faire peuple, ce serait pas mal. Mais je pense que c'est quand nous aurons accepté l'histoire de l'autre... On aura fait un grand pas. On aura fait un grand pas. Vous citez Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan. Quand on entend Sonia Backès, on est quand même bien loin d'une conception civique, citoyenne du peuple. C'est vraiment donner la prééminence en fait aux provinces. C'est accepter de fait une ségrégation à Hamid Mokadem, puisque la province nord est aux mains des Kanaks et est beaucoup moins riche que la province sud, et que le Grand Nouméa est au milieu de la province sud, enfin dans la province sud. Quand j'écoute Sonia Backès, j'ai l'impression d'entendre un comique sur des stéréotypes raciaux. Elle était quand même secrétaire d'État à la citoyenneté. C'est quand même aberrant de la part de quelqu'un qui a eu des responsabilités sur la citoyenneté, tenir des discours aussi stéréotypés, primitifs, civilisés, tradition contre modernité, etc. Ce qui prouve une méconnaissance à la fois de la culture calédonienne et de la culture et des civilisations kanak, qui n'ont rien de primitif ou féodal, etc., qui sont des civilisations éminemment historiques et éminemment avancées au niveau des cordialités, au niveau des accueils et des rituels. Je passe là-dessus. Le problème politique que vous soulevez sur le fédéralisme interne, ça date de Camus, qui a été repris par des théoriciens, par Jacques Lafleur, c'est-à-dire faire un fédéralisme où il y avait des répartitions des provinces. Province sud, province nord, province île. Moi, je veux bien, mais c'est faire abstraction de la mobilité des populations. Les gens circulent. Il y a des échanges. Il y a beaucoup de gens des îles qui sont à Nouméa. Et il y avait aussi une forme de rééquilibrage sur la côte ouest à Koné, où il y avait des gens de Nouméa qui allaient sur la côte ouest. Et il ne faut pas non plus, au départ d'un fédéralisme interne, négliger cette structure commune d'une constitution politique qui regroupe l'ensemble des gens. Je pense que quand je dis que ça manque de hauteur, je suis convaincu que si on avait mis la barre très haute, une constitution
politique d'un État Kanaki-Nouvelle-Calédonie, avec tout le monde, serait obliger les gens à sortir de leur ornière et de leur vision extrêmement ethnocentrée. Parce que le discours que tient Mme Backès, c'est le discours d'une présidente de la province sud qui est située à Nouméa, où tout est centralisé, et qui parle en fin de compte que Nouméa, et qui veut créer une forme impossible, utopique, irréaliste d'apartheid. Moi, il faut appeler un chat, c'est-à-dire on vit entre nous, chacun chez soi. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis dans un quartier social mixte. J'ai été sur les barrages, non pas pour faire la révolution, mais pour endiguer et modérer les jeunes qui voulaient mettre le feu partout. C'est pas possible de raisonner comme ça. On est dans un même monde, on vit dans le même monde. Il s'agit en fin de compte de construire ensemble ce monde-ci. Alors, c'est pas impossible. Je pense que il y a des ressources intellectuelles inouïes dans le pays. Il y a des gens très intelligents de tous les côtés. Et je vais vous dire, moi j'étais professeur dans une école normale. J'avais comme élève, ancien élève, Frédéric Mouliava, qui était une indépendantiste qui était en prison, là, il y a la CCAT, et une autre jeune femme qui devient institutrice, qui est au gouvernement, Isabelle Chamorro. Je les ai eues comme élèves, elles étaient toutes les deux dans des trajectoires différentes. Je dis que c'est pas impossible, on peut construire ensemble avec la différenciation des uns et des autres. Je pense que la Kanaki Nouvelle-Calédonie, elle est possible. Nicolas Vignol, il nous reste à peine une minute pour que vous puissiez conclure. Est-ce qu'on peut éviter l'apartheid tel que l'accord de Bougival, en donnant peut-être la prééminence aux régions, risque de nous mener, et croire en une Nouvelle-Calédonie commune à tous ? Alors, très brièvement. Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec les termes utilisés d'apartheid et de ségrégation. C'est une évidence. Et la Kanaki Nouvelle-Calédonie non plus. Je ne suis pas un indépendantiste. Et donc, moi, je crois à la démocratie. La démocratie s'est exprimée à 3 reprises, 2018, 2020, 2021, contre l'indépendance. On ne pouvait pas donc faire un accord de Bougival qui accepte ou qui organise ou qui crée la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Ça n'était pas possible. Alors, aujourd'hui, vers quoi va la Nouvelle-Calédonie ? Moi, j'espère vers la paix, et j'estime que l'accord de Bougival et les accords économiques qui sont compris dedans vont permettre à la fois de retrouver la paix et une espérance, surtout. Parce que la Calédonie a besoin d'espérance, et elle est pour l'instant extrêmement fragilisée de par la position du FLNKS de Christian Théin, et du fait que, pour l'instant, c'est la violence qui semble avoir primé, parce que le 13 mai, c'était quand même ça, c'était obtenir par les armes et la violence ce que les indépendantistes n'avaient pas obtenu par les urnes. Merci beaucoup Nicolas Vignol, un message vers la paix et l'espérance, même si on ne vous aura pas mis d'accord tous les deux, Nicolas Vignol, Amine Mokadem, et puis merci aussi au pasteur Var Kaemo qui était avec nous à distance via les interviews.